90 parties en 4 jours, c'est la base. Je vois pas ce que ça va être si exceptionnel. Allez, il faut juste quoi énormément d'amis disponibles et chauds pour jouer jusqu'au bout de la nuit. Beaucoup de place, au moins 2 tables de jeu pour pouvoir organiser plusieurs parties en simultané. Faut avoir du temps libre, beaucoup de temps libre. Une solution pour gérer les repas. Plein de jeux cool à disposition et puis avoir bien les règles en tête. Ouais non, ok, d'accord, j'ai beaucoup de chance. Et dans cette vidéo, je vais partager ça avec vous en débriefant tout ce bazar. Let's go. Salut, c'est Boris de Rue du Jeu, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Bon, c'est la vidéo plaisir, c'est la vidéo détente. Je suis un peu fatigué, je vais pas vous le cacher, le mois de mai a été rude, mais il a été aussi énormément chargé en parties. Vous avez peut-être vu ça sur les réseaux, j'ai battu tous mes records. 200 parties, et je compte uniquement les parties en physique. On serait encore au-delà si on ajoutait Board Game Arena. Donc voilà, c'est le bonheur total, et j'ai envie de partager ça avec vous à la cool, tranquille, vidéo avec peu de montage, sans prise de tête. Je vais reprendre mes stories sur Instagram qui ont été archivées, qui sont la trace de ce marathon jeu d'anniversaire que j'ai organisé en mai. Et puis on ira aussi rechercher ça et là sur Board Game Geek les autres journées intensives de parties. Il y a eu l'enterrement de vie de garçon d'un ami pendant lequel on a énormément joué. Et il y a aussi eu une journée jeu chez Philippot avec le camarade Romain Bray notamment, qui a été très chargé en partie, en découverte évidemment de jeux de pli également. Je vais voir un petit peu ce que je vous mets dans le package, on va essayer de pas faire une vidéo trop longue non plus. Mais voilà, je vous fais un retour rapide sur ce qui a constitué ces journées très intenses de jeu. Je vous emmène avec moi, j'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer, vous le savez, si vous aimez mon travail, si vous voulez me soutenir, il y a le Ko-fi qui est là pour ça, avec la tombola qui est en train de se terminer, avec la possibilité de faire des dons aussi pour financer les vidéos un petit peu plus chronophages à réaliser, comme les rétrospectives notamment. Et puis n'oubliez surtout pas la boutique Golden Nipple qui fait vraiment un travail incroyable, qui est en train de s'organiser pour importer des jeux du Japon de manière toujours plus efficace, etc. Donc vraiment, il faut soutenir Cédric et Laurent aussi dans une certaine mesure, qui l'épaule pas mal pour les vidéos, etc. Vraiment, allez faire un tour, et il y a plein des jeux que vous allez voir dans cette vidéo que vous pouvez lui acheter, donc franchement ça vaut la peine. Ayez le réflexe Golden Nipple quand vous avez envie d'acheter un jeu que vous voyez ici, c'est important. Et puis toutes ces journées de parties intenses, je vous les fais vivre avec moi en story sur Instagram, donc si vous me suivez pas encore sur Insta, franchement n'hésitez pas à y aller, c'est l'occasion de découvrir plein de jeux. Je fais toujours au moins une photo, parfois des vidéos quand je joue à quelque chose, donc ça vous donne des premiers aperçus, et puis évidemment après sur la chaîne arrivent des vidéos un petit peu plus construites, des avis un petit peu plus travaillés. Insta c'est vraiment pour l'actu à chaud, mais je pense que c'est complémentaire à la chaîne YouTube et que ça vaut la peine. Ok, on est parti, voilà, je vais me servir comme trace d'archivage de mes stories Instagram. Donc, ce marathon jeu d'anniversaire, il avait lieu du 17 au 19 mai. Mon vrai jour d'anniversaire, c'est le 10 mai, mais j'étais occupé. Ce jour-là, je faisais un concert, pour rien vous cacher. J'ai pris l'habitude, surtout depuis que j'ai cette pièce à jeu incroyable, cette salle de jeu qui est dédiée, de rassembler mes amis à l'occasion de mon anniversaire pour faire un marathon jeu de 2 jours et demi, 3 jours. Ici, comme le lundi 20 mai était férié, on a fait carrément les 3 jours, soirée comprise. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des personnes autour de moi qui sont motivées pour ça. À chaque fois, il y a une quinzaine, vingtaine de personnes différentes qui répondent présents sur le week-end. Et puis j'ai aussi mon épouse, Maud, que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui m'aide énormément à organiser cet événement, qui assure une grande partie des repas, etc., qui a la gentillesse aussi de s'occuper des enfants pendant que je suis dans ma bulle comme ça à jouer en boucle. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir organiser ça. Et voilà, c'est pour ça aussi que je partage ça avec vous. Peut-être que ça va vous donner envie d'essayer de dégager du temps, si c'est possible, et de la motivation pour organiser ce genre d'événement, ou tout simplement vous donner envie, dans une moindre mesure, de faire vos propres événements, que ça soit juste une après-midi jeu, une soirée jeu, mais que ça va vous redonner envie d'organiser des choses, parce que oui, c'est beaucoup d'énergie, mais après, qu'est-ce qu'on est content. Alors, on va démarrer plus ou moins dans l'ordre chronologique. Les précédents marathons jeux, vous l'avez peut-être vu dans certaines vidéos que j'avais fait sur la chaîne, je filmais, puis je vous compilais tout ça, je vous faisais un gros condensé de 25 jeux en 20 minutes, etc.
Là honnêtement, c'était mon marathon d'anniversaire, j'avais envie de profiter, j'avais pas envie de commencer à sortir ma webcam à chaque partie, etc. C'est quand même assez fastidieux, filmer avec le téléphone, il faut après récupérer les rushs et tout, c'est un peu compliqué aussi. Donc j'ai juste fait des petites stories et ça va nous servir de base d'illustration. Et puis voilà, le but c'est surtout de vous donner envie de découvrir certains jeux, donc ça me paraît pas gravissime s'il n'y a pas des images bien propres. Je l'ai dit, c'est une vidéo à la cool. Alors on a commencé, on était 3 joueurs avec l'ami Pierre-Paul et l'ami Fabrice, donc on est vendredi matin et je revenais justement d'une journée intense chez Philippot le 11 mai où avec Romain Bray j'ai joué à énormément de jeux de pli, il nous a fait découvrir plein de choses. Et l'avantage des jeux de pli, c'est qu'on peut les pratiquer en récupérant du matériel d'autres jeux. Donc là, c'est les cartes de Free to Play, un jeu d'Explorate qu'on peut utiliser pour jouer à un autre jeu, en l'occurrence Shut the Books, un des jeux marquants du Tokyo Game Market. Et voilà, il suffisait d'avoir 4 couleurs avec des cartes de 1 à 16 et on était parti. Donc évidemment, le but n'est pas de pirater les jeux, de déposséder les auteurs de leurs jeux, etc. C'est un proxy, comme on appelle ça, c'est une solution temporaire pour essayer le jeu. Et puis, bah, évidemment que la finalité, si le jeu nous plaît, c'est de l'acheter. Mais voilà, les jeux du Tokyo Game Market, ils sont pas faciles à récupérer. Et donc, c'est pas une finalité, c'est vraiment une solution provisoire. Shut the Books, bah, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir prédire les plis que vous allez faire. Donc, vous allez avoir votre main, vous allez choisir un certain nombre de cartes qui vont correspondre à des paris que vous faites. Vous pensez que vous allez remporter un pli soit avec des cartes de la même couleur, soit de la même valeur. Et donc, vous divisez votre main en deux entre les prédictions que vous allez faire et les plis que vous allez faire après. C'est assez casse-tête, c'est très particulier, mais c'est super fun. L'idée est géniale, tu te dis comment j'y avais pas pensé avant. Après, c'est un jeu de pli tout bête, un must follow, on doit suivre la couleur, on peut couper avec une carte d'atout si on n'a pas la couleur. Et voilà, on essaye que notre pari matche bien, on essaye que ça se passe bien. Et évidemment, il y a pas mal de déconvenus, on sue à grosses gouttes jusqu'à la fin. Donc on a beaucoup aimé ce Shut the Books. Si je peux le récupérer dans sa version originale, bah, je sauterai dessus clairement. C'était la matinée jeu de pli, hein, évidemment. On a enchaîné avec Inflation de Shinzawa, un des auteurs de jeux de pli les plus remarquables pour moi. Inflation, c'est un jeu complètement fou où il n'y a pas vraiment de couleur. En tout cas, la valeur des cartes correspond à leur couleur. Il y a juste des cartes de 1 à 10, sauf que on fait pas un pli comme ça et puis les cartes s'en vont de la table. Nos cartes restent sur la table et si je joue un 8 au premier tour, au deuxième tour, si je joue un 7 par-dessus, bah, la valeur de mes cartes dans le pli, c'est 78. Et puis, si je joue un 3 au tour d'après, ça va être 378, etc. Et à la fin, on va avoir un nombre qui n'a aucun sens, qui se compte en millions. Et c'est complètement absurde. Bon, en vrai, il n'y a pas besoin de prendre en compte tout le nombre. Hein, on regarde jusqu'à un certain stade. Mais voilà, c'est à chaque fois le plus haut nombre au total qui remporte le pli. Et l'idée, c'est de faire des paris sur le nombre de plis qu'on va remporter. C'est évidemment pas simple du tout. J'aime bien le twist du 10 qui va vous donner un gros boost quand vous le jouez, mais au tour d'après, vous allez recouvrir le 1 et ça va devenir un 0 du coup, et donc il faut faire très attention à ce 10 qui est à double tranchant. Inflation, c'est brillant, rien que pour l'exercice de style, et le fait d'avoir des nombres à rallonge, c'est assez fou, ça mérite d'être essayé si on aime les jeux de pli. Troisième jeu de pli de la matinée, Mori, je l'aime beaucoup celui-là, hein, dans les dernières sorties de All Play, c'est celui qui m'a le plus marqué, il est aussi très beau, hein, ce qui gâche rien. Mori, il y a 4 couleurs, mais il y a surtout des dés au centre de la table, qu'on va pouvoir récupérer quand on gagne un pli, et qui vont avoir une valeur de 0, mais on peut toujours les jouer. Donc c'est très pratique, on peut les utiliser pour temporiser, pour ne pas jouer une carte de sa main qu'on serait forcé de jouer autrement. On essaye de récupérer les petites feuilles là qu'il y a sur le côté des cartes, qui sont des points de victoire. On essaye de sécuriser tout ça, en gardant nos cartes le plus longtemps possible, parce que s'il nous reste des cartes quand tous les dés ont été récupérés, bah on va banquer ces cartes en score. Et il y a aussi une espèce de méta-jeu autour des X. Il y a des cartes X, des dés X. Et si on est celui qui en a le plus, on va perdre des points. Mais si on est deuxième dans le total des X, là, à l'inverse, ils deviennent des points positifs. Donc on essaye de bien surveiller les adversaires, de compter qui en est à combien. Au début, on commence à pourrir avec les X, et puis après, on les garde pour temporiser. On commence à comprendre la méta. Mori, c'est vraiment super. C'est pas hyper facile d'accès, mais on peut se jeter dans le bain et appréhender petit à petit comment le jeu fonctionne. C'est ça aussi
aussi l'intérêt des jeux de pli, ils se font en plusieurs manches, donc si vous êtes largué au début, vous allez peut-être pouvoir vous rattraper en cours de route au fur et à mesure que votre compréhension du jeu et que ses spécificités s'affinent. Bon, il fallait un peu passer à autre chose, hein, on n'allait pas faire que du pli non plus. On a ressorti une vieillerie, La Havane, un jeu de 2011, je crois, dans l'univers de Cuba, mais surtout de Santiago de Cuba, que j'adore. La Havane, il y a aussi un côté, jeu, pas jeu de pli, mais jeu de cartes très malin, parce que vous allez jouer au tout début 2 cartes devant vous, qui vont s'organiser pour faire un certain nombre, qui va définir votre place dans l'ordre du tour, et évidemment, plus les pouvoirs de ces cartes sont fortes, plus leur chiffre est élevé. Donc par exemple, la Mama, qui est la carte 9, qui permet de récupérer des ressources au milieu de la table, ben, elle est très forte, mais elle est très lente, entre guillemets. Et si vous êtes dernier dans l'ordre du tour et que vous passez derrière d'autres personnes qui ont joué la Mama, ben, il vous restera que des miettes. Donc tout est dans le tempo, tout est dans le guessing de qui va jouer quoi à quel moment, parce qu'une fois qu'on a posé ces 2 cartes sur la table, après on va en recouvrir qu'une des 2, et on les recouvre face cachée dans l'ordre du tour. Donc on voit qui recouvre quoi, on voit qui garde ses grosses cartes pour quand, et on doit essayer d'anticiper tout ça pour au final récupérer de quoi acheter des bâtiments au milieu de la table. On peut se faire plein de crasses, on peut éliminer un bâtiment du jeu avant qu'un adversaire l'achète, on peut se voler de l'argent, on peut se voler des matériaux. Tout ça est très interactif, très riche. C'est une course pour être le premier à atteindre un certain nombre de points de victoire. La Havane, c'est vraiment top. Je le sors pas assez souvent, mais voilà, c'est un classique qui reste là dans ma ludothèque. À 3-4 joueurs, ça fonctionne vraiment bien. Ça tourne aussi à 2. Si vous arrivez à choper ce jeu en occasion, franchement, je vous le recommande. Et puis, on a découvert un petit jeu japonais, Harvest, qui est un classique, je pense, au Japon. C'est encore un jeu que j'ai découvert grâce à ActuaLOL. Il faudra vraiment que je fasse une vidéo hommage à ActuaLOL avec tous les jeux qui m'a fait découvrir, même si mon portefeuille a beaucoup souffert. Harvest, c'est un petit jeu d'alignement. Donc, vous allez essayer d'aligner 3 légumes identiques pour les récupérer, sauf que chacun a son champ de sa couleur, et évidemment, on a besoin des autres pour faire un alignement, et quand un alignement est formé, bah, chacun récupère les légumes qui sont sur son champ chez lui. Donc évidemment, on va essayer de mettre des légumes négatifs chez les autres joueurs, des légumes positifs chez nous, mais ça va pas se passer toujours aussi bien que ce qu'on prévoyait. Il y a des tornades qui vont éjecter tout, il y a des légumes qui valent 40 points, il y en a qu'un exemplaire de chaque, il faut savoir les placer au bon moment pour les sécuriser. C'est très malin, ça dure 10-15 minutes, on se tire la bourre, ça peut jouer jusqu'à 6, à 6 c'est un peu le bazar, à 3-4 c'est très bien. Bon, jusqu'ici vous avez probablement découvert les jeux, c'était des jeux pas très mainstream, pas très connus. Bon, ici, Harmony, hein. Bon là tout le monde en a parlé, mais il y a une bonne raison à ça. Franchement, le jeu est hyper efficace et on a toujours envie de le ressortir, je trouve. La preuve, j'en ai fait 6 parties ce mois-ci, et il a beau manquer un peu d'interaction, il a beau être un puzzle assez personnel, d'ailleurs je trouve qu'il se joue même bien en solo. Je rejoins l'analyse d'Arnaud de Meeple on Fire là-dessus. C'est vrai que tout ça c'est des trucs qui me dérangent un peu, moi qui aime l'interaction, mais en même temps c'est tellement beau, c'est tellement agréable, et puis il y a quand même cette notion de course où d'accord le contre-draft est pas très incisif dans le jeu, mais par contre la gestion de la fin de partie et de à quel point on va rusher en étalant des petits jetons sur son plateau personnel pour précipiter la fin de partie alors que notre adversaire est en train de construire en hauteur. Ça c'est quand même intéressant, il y a quand même quelque chose qui se joue là-dessus. Et puis voilà, Harmony c'est super agréable, toutes les personnes à qui je l'ai fait découvrir l'ont apprécié. C'est une évidence, vous l'avez probablement déjà dans votre ludothèque, mais j'en rajoute une petite couche pour dire à quel point c'est chouette, c'est vraiment une réussite. Bounty Hunters, alors ça j'étais étonné, apparemment il y a pas mal de gens qui l'ont détesté, ou qui ont trouvé ça vraiment quelconque, et moi j'aime bien ce petit jeu, je trouve qu'il fonctionne bien, il fonctionne à 2 joueurs, parce que le draft est vraiment intéressant, donc c'est du draft où à chaque tour on va piocher une carte dans une pioche de notre choix. Il y a 4 pioches différentes, il y en a certaines avec des cibles, on est des chasseurs de primes, on essaye d'éliminer ces cibles pour marquer des points. Il y en a d'autres avec des cartes un peu à multi-usage, il y en a d'autres avec des cartes contrats qui vont nous scorer des points si on a les bonnes cibles. Donc franchement, ça tourne très bien, ça fonctionne bien. J'aime bien cette idée de construire sa main, passer, et en même temps, on sait qu'on va la récupérer assez vite. Donc pour moi, même si le jeu se joue jusqu'à 6, et c'est toujours chouette d'avoir des jeux qui se jouent à beaucoup en simultané, moi je pense qu'à 2-3 joueurs, c'est mieux parce qu'on a un peu plus de contrôle.
Et je trouve que il se passe quelque chose, quoi. Il y a de la prise de risque, il y a des petits combos, parfois des réactions en chaîne qui vont se créer. Bon, il y a un peu de hasard dans la pioche des contrats, notamment certains bonus vous permettent de piocher un contrat au pif, si vous êtes celui qui déclenche la fin de partie, notamment. Et bon, bah là, ça se joue vraiment à la chance. Est-ce que vous piochez un contrat qui correspond au cible que vous avez capturé ou non? Mais à part ce petit défaut-là, qui en fait un jeu très léger, comme ça dure 20-25 minutes, moi ça me dérange pas tant que ça, et franchement pour l'instant il est agréable et j'ai envie d'y revenir. On en a fait d'ailleurs 2 parties d'affilée. Alors là c'est un jeu très bizarre dans son visuel, mais que j'adore, que j'ai découvert grâce à Penelope Gaming, qui va arriver en VF chez Matago, mais avec des illustrations refaites, et moi je tenais vraiment à avoir celle-là. C'est Pray Another Day, c'est une espèce de jeu de bluff, de guessing, c'est une espèce de mini citadelle avec seulement 5 cartes, donc à chaque tour vous allez choisir une carte pour chasser, et on va les révéler dans l'ordre, donc d'abord l'ours qui est de valeur 1, et s'il y a plusieurs ours par exemple autour de la table, ben, ils pourront pas chasser, ils se regardent en chien de faïence, etc. Donc, ils sont sécurisés, ils passent le tour, mais ils peuvent pas chasser. Par contre, s'il y a qu'un seul ours, lui, il peut chasser un animal qui vient après lui dans le tour. Et ben, voilà, plus on prend de risques, si on joue la carte souris qui vaut 5, plus on peut marquer de points, mais plus aussi on a de risques d'être chassé par des animaux qui jouent avant nous. Donc il y a du bluff, les cartes restent sur la table entre les tours, donc on a de plus en plus de probabilités. Au bout d'un certain moment, parfois on sait ce qu'a mis notre adversaire, on prend un malin plaisir à le bouffer, et voilà, ça se joue jusqu'à un certain nombre de points de victoire. Ça met une bonne ambiance, il faut y jouer à nombreux, hein. Il faut jouer à 5, je pense idéalement, mais c'est très beau, c'est très coloré, c'est agréable, ma fille peut y jouer facilement. Ça met une bonne ambiance, c'est très chouette Pray Another Day si vous n'êtes pas allergique au guessing et un peu au chaos, hein, on va pas se mentir. Linko, un classique du jeu de défausse de Kramer et Kissling, je l'avais fait découvrir à Romain Bray chez Philippot qui avait adoré, et je l'ai ressorti là. Linko c'est vraiment très malin, on essaye de se débarrasser des cartes de sa main, et si on a joué le même nombre de cartes qu'un adversaire qui nous précède dans le tour, si mon adversaire a joué 2 cartes et que je joue également 2 cartes identiques de valeur supérieure, bah on peut l'attaquer, et il y a plein de conséquences à ça. On peut récupérer ces cartes dans notre main, alors certes on se ralentit, mais c'est pour faire un plus gros coup après, pour jouer 6 cartes d'un coup, bam, et être intouchable, ou on peut le forcer à se défausser de ses cartes et à en repiocher. Si il doit repiocher, il peut aller soit au pif au-dessus de la pioche, soit dans une rivière. Donc on se construit sa main petit à petit pour faire des coups d'éclat après. Ça se joue en 10 minutes, c'est très plaisant, et c'est vraiment très très malin. Moi j'adore Linko. On a ressorti Power Plants aussi, on était à 3 joueurs à ce moment-là, avec l'ami Julien notamment. Power Plants c'est une espèce de small world amélioré, où le plateau va se construire petit à petit, et à chaque fois que vous ajoutez une tuile sur ce plateau, vous pouvez choisir entre faire le pouvoir le plus puissant de la tuile que vous ajoutez, mais à ce moment-là, vous faites qu'un seul pouvoir, ou alors vous faites plein de petits pouvoirs, ceux de toutes les tuiles autour desquelles vous vous placez. Donc il faut faire bien attention à ce qu'on laisse à nos adversaires comme opportunité. C'est hyper chaotique, ça bouge tout le temps, on se tire la bourre, on s'attaque, on se bat pour des majorités de zones. Donc voilà, jusqu'au dernier tour, il peut y avoir des gros retournements de situation. Faut aimer ce style de jeu, mais bon, à 5 joueurs, ça doit être le bazar complet et la foire d'empoigne. À 3 joueurs, ça reste assez contrôlable. On peut aussi faire des alliances temporaires, etc. si quelqu'un est en tête. Donc moi j'aime bien Power Plants, je l'ai pas encore énormément sorti, mais c'est joué en une demi-heure, et si on cherche un jeu de ce genre-là pour se taper sur la tronche avec des petits pouvoirs qui changent à chaque partie, c'est très efficace. Startups, qu'est-ce que j'y ai joué ce mois-ci? J'en ai fait 5 ou 6 parties je crois, et ça c'est vraiment une redécouverte. C'est un jeu que je possédais depuis longtemps, un jeu de chez On Games, et longtemps je suis passé à côté, quoi. Je comprenais pas vraiment la subtilité du jeu, il est pas facile à appréhender, et puis en fait faut le voir comme un petit jeu boursier de prise de risque. Donc à chaque tour vous allez piocher une carte et redéposer une carte, mais la carte que vous redéposez, elle peut venir dans un marché commun, ce qui forcera les adversaires à mettre des pièces dessus s'ils n'ont pas envie de la prendre, ou vous pouvez la mettre devant vous, et là c'est des parts que vous prenez dans une entreprise, et a priori c'est très bien, sauf si vous n'êtes pas majoritaire dans cette entreprise à la fin du jeu, que quelqu'un a plus de parts que vous autour de la table, bah là vous devrez lui payer
des pièces pour chaque part que vous avez, et donc bah voilà, c'est une bagarre pour la majorité qui se fait au fil de la partie, ça change constamment, et en même temps il y a une part de mystère jusqu'au bout, parce qu'on a 3 cartes en main qui vont rester, et à la fin on va les abattre, on va les révéler, et il peut y avoir des grands retournements de situation à ce moment-là, donc c'est très très gai, ça se joue en 20 minutes, à 3-4 c'est parfait, ça peut se jouer jusqu'à 7, mais là ça devient vraiment le bazar, et toutes les personnes à qui je l'ai fait essayer ont passé un excellent moment. Alors on est sur du drop holter, incontournable du jeu d'ambiance, j'en ai fait 8 parties ce mois-ci, c'est très rigolo, je vous en ai déjà parlé en vidéo, on retourne une carte, on doit essayer de faire tomber de notre main les objets qui sont sur cette carte, voilà, ça marche avec tout le monde, on peut y jouer avec des enfants, on peut y jouer avec des personnes âgées, le plaisir est immédiat, c'est une nouvelle façon de jouer à des jeux de dextérité, franchement pour moi c'est un banger absolu. Sea of Strife, un autre incontournable de ce mois de mai, je crois que j'en ai fait bien 5 parties, j'ai joué autant avec les collègues, j'ai joué à un barbecue, on a joué ici tard le soir au marathon, c'est un jeu de pli qui peut se jouer jusqu'à 6, et ça c'est assez rare pour être souligné, c'est très rare, et c'est même peut-être la meilleure configuration, 6 joueurs, ça se joue bien à 5 aussi, c'est un jeu où on ne veut pas gagner les plis, évidemment comme d'habitude bah, il faut suivre la couleur qui est jouée, mais le twist ici c'est que va gagner le pli la carte la plus haute dans la couleur majoritaire, et donc une fois que certaines couleurs sont tombées, se sont un peu effilochées, bah, il peut y avoir des vrais retournements de situation parce qu'on pense être en sécurité, on pense qu'on va pas gagner le pli avec une carte basse, et puis les autres font en sorte de jouer des cartes pour changer la couleur majoritaire, et vous faites attraper comme ça, et voilà, évidemment on contrôle pas tout, il y a une part de chaos, mais il y a surtout beaucoup d'éclats de rire, on se tire la bourre constamment, et puis il y a toujours ceux qui essayent de passer entre les gouttes, donc après, sur la manche d'après, on essaye de les cibler, c'est très très amusant Sea of Strife, tout le monde a adoré, et le thème avec les bateaux et les dangers dans la mer que vous essayez d'éviter, fonctionne très bien pour ce qu'on lui demande de faire. On a ressorti Longshot de Dice Game, une espèce de pendant beaucoup plus expert des jeux de course de chevaux à la Ready Set Bet. J'avais plus sorti Longshot parce que j'avais Ready Set Bet dans cette même thématique, mais là où Ready Set Bet est un pur jeu d'ambiance complètement crétin où on pose son cerveau, ici dans Longshot, il y a de vrais coups d'éclat, il y a de vraies alliances temporaires pour faire passer un cheval devant tout le monde, parce que c'est un jeu à cocher, et que quand vous faites certains alignements à la tréfutée ou ce genre de choses, vous allez débloquer des bonus, et vous allez pouvoir faire avancer des chevaux, vous allez pouvoir en faire reculer, etc. La difficulté de Longshot, c'est qu'il faut y jouer à beaucoup, pour l'ambiance, pour ses alliances temporaires, etc. Et en même temps, bah, il peut y avoir du downtime si on s'organise pas bien autour de la table et si chacun réfléchit une plombe à ce qu'il va cocher. Donc il faut quelqu'un qui assure le fait que tout le monde joue de manière fluide et que ça avance. Mais si on parvient à installer cette dynamique-là, le jeu est très agréable, il se fait en une demi-heure, et il y a ce côté effervescence du pari avec plus de contrôle, moins de hasard que dans un truc où on lancerait simplement les dés. Ici, les joueurs ont vraiment un impact sur le résultat de la course, et ça, c'est assez original et rafraîchissant. Linium, une vieillerie dont on vous parlait avec Vincent et Benjamin sur la chaîne. Dans une vidéo, on ressortait des trucs de la cave. Linium, c'est un jeu où on coupe du bois, un rondel game, un jeu de manège, comme on peut dire aussi, hein. SO à fragment de page, qui est le dépositaire officiel du terme. Donc, on avance pour récupérer du matériel, pour récupérer des personnes qui vont nous servir à transporter le bois après. Il faut planifier énormément dans Linium, et il y a beaucoup de tension pour peu qu'on y joue à 4, parce que on commence à élaborer un plan, un ordre dans lequel on va récupérer des bois, les scier, les placer après sur des contrats, ou les revendre pour avoir des sous pour la manche d'après. Le but c'est évidemment d'être le plus riche, et évidemment nos adversaires vont pouvoir enrayer nos plans, comme dans un Aiguisia, on va pouvoir avancer énormément sur le Nil, même si on sait qu'on pourra pas revenir en arrière, mais juste pour bloquer nos adversaires, juste pour leur plaisir de leur piquer un truc, donc on voit très bien qu'ils ont planifié de l'obtenir. Bah voilà, il y a ce genre de sensation dans Linium. C'est un jeu où on peut se foirer, c'est d'ailleurs l'auteur d'Imperial Steam, alors c'est moins punitif qu'Imperial Steam. On a fait 2 parties ce mois-ci, à chaque fois il faut compter 2 heures, 2 heures et demie, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. C'est un jeu
à l'ancienne, probablement un peu sec pour certains, mais si on aime les jeux interactifs, si on aime l'expérience du Roundel Game et qu'on peut être 4 motivés, ça vaut vraiment la peine, Linium. C'est pas facile à trouver, mais moi j'ai réussi, donc c'est possible. Un petit Final Touch classique en vitesse, un jeu auquel on a joué énormément en camping notamment. Voilà, c'est du jeu de cartes, il faut essayer de faire des tableaux, on est en 2 contre 2, on prend des risques, soit on contribue au tableau, la personne qui mettra la touche finale gagnera tous les points pour son équipe, soit on sabote le tableau, on le gribouille, et si quelqu'un doit gribouiller pour la 3e fois, bah c'est les points pour l'autre équipe, mais c'est la moitié des points. Donc est-ce qu'on va tenter de pousser le truc pour espérer que son partenaire ait de quoi finir le tableau? Est-ce qu'on va pas prendre de risques et donner la moitié des points à l'autre équipe pour être sûr de limiter la casse? C'est super, Final Touch. On a envie d'en faire des tas et des tas, de faire des revanches. Oui, c'est très hasardeux, mais il y a un vrai truc qui s'installe en termes de prise de risque et de complicité avec son partenaire, où on se regarde dans le blanc des yeux en mode est-ce que tu vas avoir de quoi finir? Donc c'est très plaisant, c'est un petit bonbon, et ça fait longtemps qu'il est dans ma ludothèque et je le ressors toujours avec plaisir. De nouveau du Sea of Strife, de nouveau du Harvest, un autre incontournable des marathons, The Great Split, j'en ai beaucoup parlé. Bon voilà, on peut jouer à 6 ou 7 en simultané et avoir quand même un sentiment d'interaction avec nos 2 voisins. Il y a une ambiance assez rigolote, la mécanique d'I Split You Choose est parfaite, et puis voilà, c'est très ludique de faire avancer ces petits cubes, de faire des petits combos, etc. On fait à la fois sa petite popote dans son coin, et en même temps il y a une méta qui s'installe avec nos 2 voisins, de je sais que tu veux ça, donc je te le propose, je te fais des appâts, etc. On est ravis quand ça fonctionne, on est dépité quand la personne nous a saboté. C'est génial, tout ça en 25 minutes, The Great Split. J'ai vu qu'il avait pas marché en VF, je comprends pas, je pense que le jeu est un petit peu cher et qu'il fait peur, mais chez nous, on est à plus d'une 15aine de parties et continue de sortir, et vraiment des jeux qui proposent ça pour jouer à aussi nombreux en simultané, il y en a pas tant, quoi. Là, il commence à être très tard, on est avec l'ami Benjamin et Pierre-Paul qui est resté toute la journée, et on commence à enchaîner les jeux de pli, évidemment, notamment Loose qui arrive chez Yellow en VF à la fin de l'année, je crois, qui est un jeu de pli dans lequel on voit pas sa main, c'est incroyable, on a juste les couleurs de sa main, on sait qu'elle est classée dans l'ordre croissant, et on doit prédire à partir de ces infos-là, mais surtout en voyant évidemment la main de nos adversaires, qui eux-mêmes ne voient pas leur main, on doit prédire combien de plis on va faire. C'est pas grave si on a un mauvais jeu, on veut juste arriver à faire le pari le plus précis possible, c'est hyper bien Loose, et la refonte de Yellow va être aux petits oignons en termes graphiques et puis en termes de règles aussi. C'est l'ami Rémi qui est chef de projet là-dessus, donc j'ai très hâte que ça arrive en VF. Trick Taking in Black and White, un jeu de pli hyper minimaliste où on a des cartes avec un côté blanc, un côté noir. On fait des plis, la carte la plus haute dans la couleur demandée l'emporte, et votre but c'est d'être à l'équilibre entre les plis blancs et les plis noirs. Ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est très technique, et on enchaîne les parties et on voit qu'il y a beaucoup plus de profondeur au jeu qu'on ne le pense. C'est exceptionnel, Trick Taking Black and White. Il est 3h02, on n'est plus que Benjamin et moi, on se regarde en chien de faïence et on se dit allez, on va pas rester là-dessus, un petit Ark Nova. Faut savoir que Benjamin, il a enchaîné plus de 300 parties d'Ark Nova sur Board Game Arena, c'est vraiment un expert. Par contre, avec l'extension, il a très peu joué, donc c'est encore très rafraîchissant et aussi d'une certaine manière décontenançant pour lui de découvrir les poissons, les nouvelles cartes actions, toute la nouvelle méta que ça installe, la nouvelle université aussi qui lui paraît très forte, et je suis assez d'accord avec ça. Donc était-ce la fatigue, était-ce le fait qu'il était déstabilisé par cette extension? J'ai réussi à gagner, c'est très rare que je batte Benjamin Ark Nova, mais voilà, c'était super agréable, surtout au-delà de la victoire, de partager ce moment avec lui. On n'a plus beaucoup l'occasion de jouer en physique, donc là c'était très chouette de le faire autour d'un jeu de cœur. Ark Nova, son top 1 personnel, c'est vraiment un jeu exceptionnel, Ark Nova évidemment. Donc voilà, 26 parties en ce jour 1, ça démarrait très fort, mais ça continue. Et voilà, réveil de bon matin le jour 2, pour démarrer en tête-à-tête avec l'ami Alex qui voulait découvrir Gozu-X, et quel jeu, quoi, quel jeu. Il a tout de suite bien compris toutes les subtilités, et il m'a battu en plaçant 15 cartes dans son tableau. C'est assez rare pour être signalé. Quelle profondeur, quoi, Gozu-X. Je dois encore vous faire à l'occasion une vidéo de stratégie avec l'ami Sylvain Full Outdoor sur les réseaux, qui est vice-champion de France, et voilà, pour avoir un petit peu échangé avec lui à propos des ouvertures, à propos des subtilités du draft, etc. Il y a
énormément à creuser dans GozoX, et encore j'ai pas encore intégré l'extension que je possède, mais voilà, j'ai pas encore pris le temps de me plonger dedans, mais rien qu'avec le jeu de base, il y a énormément à faire, et je sais qu'il y a encore beaucoup de contenu qui arrive, donc on n'a pas fini d'entendre parler de ce jeu-là. Avec Alex, j'ai aussi ressorti Till et Tom, il connaissait encore les règles, c'est un jeu, vous avez peut-être l'anecdote si vous suivez assidûment la chaîne, qu'on avait découvert l'année de sa sortie à Essen en jouant sur le lit dans la chambre d'hôtel, faute de table. Évidemment, on découvrait le jeu, on y jouait à 4, c'était assez pénible. Depuis Till et Tom, j'ai pris du recul par rapport au jeu, mais il me plaît encore, hein, passer les 200 points en enchaînant des combos, il y a un côté feel good qui reste agréable, mais il faut pas le ressortir trop régulièrement, sinon c'est l'indigestion, parce que le jeu manque quand même de tension, il lui manque quelque chose, il manque un peu de corps, mais voilà, ça reste agréable, à 2 joueurs, c'est plié en 1 heure, on se gêne tout de même sur certains aspects. J'aime le setup modulaire, j'aime le fait que ça soit un challenge de tout optimiser à fond, même si, quoi qu'il arrive, on fera des trucs incroyables à son tour. Le but, c'est de vraiment exploser toutes les limites, toutes les possibilités, et ça demande quand même de pas mal se casser la tête, donc pour ça, Till et Tom reste dans ma ludothèque, et je m'en suis pas encore lassé. Et puis Tabanoussi, un petit game de David Turci, ça a bien piqué pour me souvenir des règles, parce que on y avait joué beaucoup pendant un moment, puis on l'avait laissé un peu de côté. C'est quand même assez alambiqué, hein, comme jeu, on va pas se mentir, ça part dans tous les sens, avec ses pistes, avec ses dés, qu'on doit sélectionner pour planifier dans quel quartier on va aller après, et puis une interaction assez forte, hein, surtout si on y joue à plus de 2. À 2, c'est un autre jeu, mais il a de l'intérêt aussi. On l'a refait à 3 le lendemain, et il y a beaucoup plus d'observation de l'adversaire et d'anticipation de leurs déplacements pour aller profiter de leurs plans, etc. C'est un jeu très difficile, il y a plein de choses à faire, et on a vite fait de se planter ou de partir dans un chemin stratégique qui va finalement se révéler peu profitable. Mais voilà, c'est le plaisir de la planification, de l'Eurogame bien pointu dans lequel il faut se plonger. Et finalement, moi, ce que j'apprécie, c'est que c'est assez rapide et qu'on a pas mal de contrôle et de tension autour de la gestion de la fin de partie, avec qui va déclencher quel scoring. Donc ça, c'est vraiment top. Et Tabanoussi, j'ai repris une grosse claque en le ressortant. Il va revenir régulièrement sur la table, je pense. On entame une après-midi à 3 joueurs, et là, après Tabanoussi, j'avais besoin de détente quand même. Quoi de mieux que ProGL pour ça, cette espèce de petit Tetris, construction de moteur qui va monter en puissance. Franchement, aucune interaction, on fait son petit puzzle dans son coin, c'est une course, et on essaye surtout de sentir le point de bascule entre le moment où on va prendre des tuiles basiques qui nous font aucun point, mais qui nous donnent des nouvelles pièces pour avoir un moteur toujours plus efficace, toujours plus se répandre sur toujours plus de tuiles, et puis le moment où il faut switcher entre ces tuiles basiques qui font gonfler notre moteur et les tuiles beaucoup plus difficiles, beaucoup moins rémunératrices en termes de pièces, mais beaucoup plus riches en termes de points de victoire. Donc voilà, faut bien sentir ce point de bascule là, c'est là où se joue l'interaction avec les adversaires, donc c'est très indirect, mais c'est plaisant, et ça se laisse vraiment jouer très facilement, c'est paisible, c'est agréable dans un marathon comme ça où on fait aussi pas mal de gros jeux, d'avoir des moments de respiration avec des jeux comme Projet R. Toujours dans le Tetris, mais sur papier cette fois, Second Chance de Uwe Rosenberg. Voilà, c'est du Tetris en jeu à cocher. À chaque tour, on retourne 2 cartes. Vous devez choisir une des formes sur ces cartes pour la mettre sur votre plateau. Si à un moment vous ne savez pas l'intégrer, vous avez droit à une seconde chance. Et si malgré cette seconde chance, vous n'êtes toujours pas tiré d'affaire, et ben c'est l'élimination. Donc c'est du Tetris Battle Royale, hyper minimaliste, avec un crayon, un bout de papier, ça se joue en 10 minutes, c'est rigolo. Je dirais pas que c'est mon jeu de polyomino préféré, mais c'est rigolo. On a fait découvrir avec David Far Away à l'ami Julien, il y avait toujours pas joué, et voilà, Far Away, je trouve qu'il se joue encore mieux sur Board Game Arena, mais en physique ça marche aussi, et même si, peu d'interactions à part autour du contre-draft dans la rivière de cartes, ça reste un jeu de cartes très efficace avec un twist mécanique
qui n'est pas à tomber par terre, faut pas en faire des caisses à partir de ça, mais ça renouvelle les sensations, ça offre un puzzle qui était assez inédit jusque-là, et c'est un chouette challenge d'essayer de scorer au maximum. Alors là, on était 5 joueurs, et on revient à du jeu de pli, et j'ai été vraiment bluffé par celui-là, Blot, un jeu où il y a plusieurs plis en simultané, et quand on va jouer autour d'une certaine base, on va annoncer la couleur sur cette base, et ce qui est rigolo, c'est qu'on peut jouer plusieurs cartes au sein d'un même pli autour d'une même base, et si on veut, on peut former un pli à soi tout seul, et là évidemment on s'arrange pour le gagner, et puis dans un premier temps, les plis vont avoir un enjeu moindre, ça va juste être gagner un certain nombre de points, mais dans un deuxième temps, quand on revient une deuxième fois autour de la même base, là le pli permet de déterminer une condition de scoring, qui peut être aussi négative, donc par exemple celui qui a le plus de cartes vertes va perdre 2 points, et donc ça c'est vraiment intéressant, il y a des enjeux extrêmement importants, on peut temporiser pour après couper ensuite, on peut se mettre volontairement en renant dans une couleur, mais tout ça est une course de tempo, il faut bien choisir quand jouer quelle carte, c'est une nouvelle façon de jouer au jeu de pli, clairement, c'est pas facile du tout à appréhender, mais il y a énormément de profondeur autour de Blot, on a joué à 5, c'était parfait, je pense que ça se joue très bien à 4 aussi, et vraiment, si vous aimez les jeux de pli, pour moi là ça va être un incontournable des prochains mois, très très impressionné par ce jeu français en plus. Sushi Roll, du petit draft familial, voilà, on récupère des sushis, on essaye de prendre des risques pour faire des familles d'icônes identiques, ou d'avoir un sushi de haute valeur sur son wasabi qui va servir de multiplicateur. Le problème de Sushi Roll, c'est qu'on peut pas vraiment jouer en simultané, parce que on a des petites baguettes qui permettent d'aller shipper des dés chez les autres joueurs, de les échanger, donc ça permet une certaine interaction, mais ça se fait au prix de la fluidité. Il faut vraiment, si on joue à 5, que les 5 prennent leurs dés à tour de rôle, donc c'est moins dynamique que dans un jeu de cartes où on draft de manière simultanée, et où ça tourne avec un peu plus de peps. Donc voilà, mais c'est plaisant, c'est du Phil Walker Harding, donc c'est jamais bien profond, mais on passe un bon moment, c'est coloré, c'est feel good, voilà. Pas un coup de cœur pour moi, je le découvrais, mais un chouette jeu de draft familial, il ressortira je pense. Un petit Pictures très rigolo à 5, d'enchaîner ces ateliers, certains vont faire des sculptures avec des pinces à linge et du tissu, certains vont manipuler des bouts de bois, certains vont faire un petit tableau pointilliste avec des cubes de couleurs, tout le monde fait ça en même temps, chacun passe une fois dans chaque atelier, et on essaye de deviner qui essaye de représenter quelle carte au milieu. C'est très rigolo parce qu'on voit souvent pas du tout où les gens veulent en venir, et puis parfois on va avoir un éclair de génie dans l'interprétation artistique, il y a des gens qui sont très créatifs, qui font des trucs incroyables. Voilà, Pictures, ça peut paraître un peu ridicule vu de loin, mais moi je trouve que si on est 5, qu'on est tous en train de faire son petit atelier autour de la table, il se passe quelque chose quand même, et c'est un jeu d'ambiance pour lequel j'ai beaucoup d'affection. On s'est retrouvé à 6 en soirée, et 6 c'est une configuration que j'aime pas trop, parce que c'est un peu trop peu pour faire vraiment du jeu d'ambiance, c'est un peu trop pour faire vraiment du jeu initié ou stratégique, etc. Mais il y a quand même quelques trucs qui marchent, notamment Trio en équipe. Bah là, on a enchaîné plusieurs parties, cette possibilité d'échanger une carte avec son partenaire, ça fonctionne quand même vraiment bien. C'est probablement la meilleure configuration pour jouer à Trio. Bon, je ne fais pas l'affront de vous présenter Trio, l'As d'or de l'année, mais voilà, sachez que pour jouer à 6, si vous n'êtes pas allergique à ce qu'il propose, c'est quand même assez efficace. Du Docteur Pilule, donc j'avais fait un short sur le sujet, c'est le jeu d'ambiance le plus drôle que je connaisse, le plus crétin aussi. Faut avoir des personnes autour de la table qui n'ont pas peur de se couvrir de ridicule, mais pour peu que les conditions soient réunies, mais qu'est-ce qu'on rigole, quoi. On rigole à s'en étouffer, on oublie de compter les points, on s'en fiche de la piste de score, là, une espèce de jeu de loi un peu nul. On veut juste enchaîner les manches où on a des contraintes toujours plus loufoques, et qu'est-ce qu'on se marre, quoi. Vraiment, on s'en fout des points, on s'en fout que ça soit pas équilibré, qu'il y ait des contraintes plus difficiles que d'autres. Faut pas avoir des mauvais perdants autour de la table, mais qu'est-ce qu'on se bidonne, on en a eu mal au ventre de rire. Ah si, il y a aussi le Murmure des feuilles en jeu à cocher,
qui marche très bien, qui est très plaisant, avec ses grilles des 4 saisons, un jeu de Paolo Mori absolument charmant, avec chaque grille à son propre twist, notamment autour de la rivière. En hiver, elle est gelée, donc on gagne des points si on la traverse. À l'inverse, il y a certaines grilles sur lesquelles elle déborde, et donc on ne peut pas la traverser. Et donc voilà, on fait des petits ensembles, on coche un type de symbole à l'intérieur de cet ensemble, et à chaque partie, ces petits défis, son petit méta-jeu, on essaye d'être le premier à choper 4 trèfles à 4 feuilles, on essaye d'avoir un multiplicateur pomme de pin fois écureuil, c'est vraiment tout mignon, et ça fonctionne très bien. Il y a une dimension prise de risque qui est assez originale pour un jeu à cocher. Un début de jour 3 avec Snack Match, un petit jeu, on fait un carré 4x4, on essaye d'optimiser les symboles et les couleurs, vraiment anecdotique, mais pour se réveiller en douceur, c'était bien. On était 2 avec l'ami Fragment de Page, on attendait un 3e convive, j'en ai profité pour lui faire découvrir Odin, dont je vous ai parlé dans mon top des nouveautés. Odin, ça marche toujours aussi bien, quoi. J'ai joué dans le train avec Benjamin aussi. Quel plaisir, Odin, quel plaisir. Dès qu'on a 10 minutes, hop, on se fait une petite manche, c'est parti. Il y a juste ce qu'il faut d'équilibre entre un jeu de cartes malin et un petit peu de hasard, de nervosité, et on a juste envie d'enchaîner les manches, quoi. J'ai refait donc un Tabanusi à 3 joueurs, ça piquait autour... Ça piquait toujours autant, mais au moins j'étais au point sur les règles. Encore un petit Harvest, parce que pourquoi pas, on s'en lasse pas. Wizard's Cup, un jeu japonais de Senji Kanai, l'auteur de Love Letter notamment, l'auteur de plein de jeux incroyables. Senji Kanai, grand auteur, et là il a réussi à révolutionner l'auto-battler, donc les jeux de bataille automatique à la Challengers. Ici, voilà, c'est un jeu, il y a du texte sur les cartes, j'ai dû le franciser, j'ai mis le fichier sur Board Game Geek d'ailleurs si ça vous intéresse, et c'est un jeu où on a des magiciens, il y a des faiblesses à la Pokémon, la plante bat l'eau qui bat le feu, etc. On a 18 cartes, on a tous les mêmes, et on va faire jusqu'à 3 manches, ça se joue en 2 manches gagnantes, et on joue 6 cartes par manche, donc si on fait les 3 manches, on aura vu l'ensemble de notre deck. Et à chaque manche, on va avoir une carte imposée, qu'on peut mettre ou non dans notre deck, mais en tout cas on doit l'inclure dans notre sélection, et puis après les 5 autres, on va les sélectionner, et on va surtout choisir l'ordre dans lequel elles vont sortir. Et donc là, au début on fait un petit peu au pif, on fait juste en fonction de ses propres enchaînements, mais si on arrive à la manche 2, à la manche 3, on sait ce qui est déjà sorti chez notre adversaire, et ça devient du mind game d'essayer de prédire, il va sortir telle carte à tel moment, si jamais il sort celle-là, moi je vais mettre celle-là derrière en backup, etc. Il y a une part de bluff aussi, parce que à chaque manche, il y a une carte qu'on choisit de ne pas jouer, mais il y a aussi une carte qui a le pouvoir d'échanger la carte mise de côté avec la carte mise sur l'arène. Énormément de petites subtilités, on ne joue finalement que pendant qu'on construit le deck, parce qu'après c'est de la résolution automatique, mais qui reste plaisante, parce qu'on voit notre plan qui se met à exécution, et puis parfois qui foire, mais ça fait partie de la beauté du jeu, et j'ai un gros coup de cœur pour Wizard's Cup. Je pense que c'est pas pour tout le monde, parce que ça va très très vite, et on peut avoir un peu un sentiment de trop peu, mais moi j'aime beaucoup ce que le jeu propose, je trouve que c'est un exercice de style très intéressant. C'est joué en 5-10 minutes, et moi j'ai envie de le faire découvrir à un maximum de monde. Patterns, auquel j'ai beaucoup joué ce mois-ci également. S'il n'était pas sorti en VO fin 2023, il serait clairement dans mon top des nouveautés 2024. C'est la suite spirituelle de Mandala, qui est un jeu que j'adore, un classique pour moi, mais encore plus nerveux, encore plus rapide, avec une dimension spatiale, énormément de blocage, énormément de subtilité qu'on voit pas venir au début, et pourtant une partie de 10 minutes, un quart d'heure, dans laquelle il se passe énormément de choses. Pattern, c'est délicieux, j'y joue dès que j'ai l'occasion, vraiment j'adore, et j'ai vu qu'ils vont encore agrandir la trilogie avec Flowers qui va arriver cet été, un 3e jeu dans la gamme Mandala. Donc voilà, Trevor Benjamin et Brett J. Gilbert, j'aime beaucoup ce que vous faites, vous êtes très très fort. Voilà, quand on est 3 ou 4 et qu'on veut se faire un jeu d'ambiance, il n'y a pas énormément de possibilités, mais celui-là en fait partie, parce que même s'il est mis sur la boîte qui se joue jusqu'à 7, c'est une aberration, ne faites pas ça, il n'y a qu'une seule personne qui joue à la fois, donc à 3 c'est très bien, parce qu'il y a 2 autres qui posent des questions, qui surveillent le sablier. C'est un jeu où il faut gérer la surcharge cognitive, c'est très rigolo, mais si on y joue à 7, on s'ennuie. Gummy Trick, bien sûr, The Jeu de pli,
beaucoup de chaos, mais surtout beaucoup de fun. Ça a aussi le bon goût de se jouer en une seule manche, donc ça permet de garder l'attention jusqu'au bout, avec cet effet casino de retourner ou non les cartes qu'il y a devant nous. C'est vraiment un super jeu de pli. Alors là, instant émotion, c'est Strasbourg de Stefan Feld, un jeu que je pensais introuvable et que mes amis m'ont offert pour mon anniversaire. Benjamin, Lucien, je vous aime, merci pour ce cadeau, c'est incroyable, et j'ai pu en plus l'essayer dans la foulée, en lisant les règles le matin rapidement, et ça se joue en plus parfaitement à 5 joueurs en 1 heure, 1 heure et demie, et ça c'est quand même rare, et on aime les jeux comme ça qui rentrent dans cette case. Strasbourg, c'est de la planification d'enchères, c'est du placement sur un plateau, c'est de la prise de risque avec des objectifs secrets qu'on va décider en début de partie, et puis après il faut les assumer jusqu'au bout. C'est génial, énorme coup de cœur pour Strasbourg, non seulement pour moi mais aussi pour les personnes autour de la table. Je suis ravi d'avoir pu choper cette rareté qui en plus a priori ne va pas être éditée, en tout cas dans un premier temps, dans la City Collection, donc c'est que du bonheur. Retournez voir la rétrospective Feld si vous voulez voir un peu plus en détail de quoi il retourne, mais déjà à l'époque quand je présentais le jeu j'avais très envie d'y jouer, et voilà, mon pressentiment que ça allait être un excellent jeu se confirme. Je suis vraiment ravi d'avoir ce jeu dans ma ludothèque, quel cadeau magnifique quoi. Franchement, au top, je pouvais pas rêver mieux. Our de Paolo Mori, un jeu à 4 joueurs dont j'ai parlé déjà sur la chaîne dans une vidéo sur les jeux méconnus des auteurs connus. C'est un des premiers jeux de Paolo Mori, et il est extrêmement particulier. C'est du contrôle de territoire avec de la planification et en même temps de la collection de tuiles, parce qu'on essaye de se positionner sur certaines tuiles pour avoir des sets de couleurs différentes. En même temps, on crée un petit moteur, il n'y a que 5 pouvoirs différents, on essaye de les utiliser à leur meilleur escient. C'est très interactif, c'est assez punitif si on se fait balayer de la carte par quelqu'un, comme souvent dans les jeux de conquête. Donc on peut passer à côté de sa partie. Malheureusement, là, ça a été un peu le cas pour une des joueuses autour de la table. Donc voilà, ça plaira pas à tout le monde, Our, mais pour moi, c'est un vrai bijou. Et en plus, il a le bon goût de se jouer très rapidement. Ça peut être plié en 1/2 heure, 45 minutes. Là, la partie a été un peu plus longue, on était proche de l'heure, mais ça reste très incisif, très rythmé, et il y a un silence de mort, quoi, parce qu'il faut vraiment pas se planter dans ses planifications, ça pardonne pas, mais c'est un jeu assez unique et qui, moi, me fascine. Retour sur du jeu de pli, on a essayé l'excellent Shamans, qui m'avait été recommandé par l'ami Joël Bloch, et quelle claque, quoi, quelle claque ce jeu qui a pourtant un peu bidé de Cédric Chaboussi, chez Studio H, qui est en plus magnifiquement illustré par Maud Chalmel. Quelle claque ce jeu de pli avec un traître ou 2 traîtres si vous jouez à 5. Vraiment, c'est extrêmement bien conçu. On est en semi-coopération, on essaye à chaque manche de déceler qui va être le traître parce qu'il change à chaque manche, ce qui lui donne une complémentarité par rapport à un inside job qui va être une partie très courte de 10-15 minutes avec le même traître tout le temps. Ici, on est sur une partie un peu plus longue où il y a une espèce de méta qui s'installe, où chacun essaye, tout en coopérant, de se tirer la couverture pour avoir plus de points de victoire. C'est très bien équilibré aussi, jusqu'au bout. On peut se demander si le traître va parvenir à l'emporter ou si ça va passer comme ça. Donc plein de bonnes idées avec ces rituels qui vont être des pouvoirs immédiats quand on pose la dernière carte d'une couleur, etc. Plein de bonnes idées. Vraiment très impressionné par ce chaman, et j'ai très envie d'y revenir rapidement. Phantom Inc, le jeu auquel personne ne croyait, le jeu qui a été déstocké de partout, et pourtant ça fonctionne. C'est redoutable même. Dans chaque équipe, il y a un fantôme qui essaye de faire deviner un mot à ses partenaires. Les 2 fantômes des 2 équipes ont le même mot, et les médiums vont poser des questions souvent très absurdes. Qu'est-ce qui se passerait si tu le mangeais? Qu'est-ce qui arrive à cet objet si on le balance du 30e étage? Ce genre d'absurdité. Et le fantôme va répondre lettre par lettre avec un crayon, sans parler. Et les médiums, quand ils pensent avoir compris le mot qu'ils étaient en train d'écrire, peuvent dire silencio et couper net son écriture. Et c'est très drôle parce que des fois on pense avoir compris alors qu'on est complètement ailleurs. Des fois on voit pas du tout où les fantômes veulent en venir et on va avoir un déclic. Avec fragment de page, on devait faire deviner
agrafeuse. C'était un très grand moment, surtout quand on nous demande comment on pourrait l'utiliser comme une arme, etc. Vraiment très très fun Phantom Inc. On a envie d'enchaîner les parties. On fait aussi qu'un mot par partie, ça c'est bien. La partie est rapide, elle peut se solder en 5-10 minutes des fois, et du coup on a envie d'en refaire une, on a envie évidemment d'échanger les rôles, et c'est très fun, ça marche très bien. Quand on est 5 joueurs, que je veux faire un jeu de gestion efficace, qui va pas durer des plombes, ben il y a Strasbourg maintenant, mais il y a aussi depuis de nombreuses années Endeavor. Endeavor dans sa vieille version, hein, Zedman Games localisé Paris Stary, pour moi ça fonctionne hyper bien, c'est nerveux. Partie étrange où on s'est pas beaucoup tapé dessus, très très peu de canons, et donc le jeu perd une part de sa dimension contrôle de territoire, mais ça reste très intéressant de faire monter ces petites pistes en récupérant les bons jetons aux bons endroits. Importante gestion du timing, importante gestion de quand on va prendre quel bâtiment. Ça se joue en 7 tours et ça monte en puissance. Au premier tour, on fait qu'une action. À la fin, on fait des tours à rallonge avec plein de petits combos, etc. Très très efficace, Endeavor. Moi, j'ai pas besoin des versions augmentées, l'âge de la voile, etc. Ce jeu de base-là me convient très bien. Le formidable Le Plateau, c'est du tarot, mais avec du contrôle de territoire, où on fait un pari, où on va essayer de relier des côtés opposés, de toucher un certain nombre de côtés, etc. Du coup, il y a des équipes éphémères qui se forment. Ça prend pas mal de temps, c'est un jeu de pli où il faut pouvoir se poser. Il a la saveur évidemment d'un classique, hein, puisqu'il se joue avec le matériel et les règles du tarot, et pourtant il y a quelque chose de moderne là-dedans, qui fait que moi il me plaît beaucoup et qui séduit pas mal autour de moi, mais voilà, il faut savoir que si vous voulez faire 3-4 manches, à la place de durer une demi-heure comme dans plein de jeux de pli, on est plutôt sur 1 heure, parce qu'il y a d'abord une phase d'enchère, et il va y avoir beaucoup de tension autour de quelle carte jouer à quel moment, etc. Ça va pas mal réfléchir, mais au final, on a une expérience vraiment avec beaucoup de tension, de suspense, et on est en train de se ronger les ongles jusqu'au bout. On croit que ça va passer, puis peut-être pas, et puis voilà. Donc, super jeu, Le Plateau. C'est d'une print and play, pour info. Vous pouvez l'avoir pour 0€, c'est dans le domaine public, vous pouvez l'imprimer sur Board Game Geek. Par contre, si vous voulez ce bel objet-là, que moi je trouve magnifique et qui fait beaucoup de sensations autour de moi, bah là ça douille, mais Cédric de Golden Meeple peut vous en avoir, donc n'hésitez pas à le checker pour ça. Fin de soirée autour de Triqueta, ce petit jeu de collection savoureux, qui a des sensations très similaires à celles de Coloretto, mais il y a suffisamment de petits twists, notamment celui de pouvoir regarder d'abord secrètement la pièce et de 2 fois dans la partie la garder secrète, qui permettent de lui ajouter un petit quelque chose en plus. Les 2 jeux peuvent coexister, clairement. C'est un jeu que j'ai découvert grâce à ActuaLOL, encore une fois. Et puis voilà, on essaye de faire ces petits sets, on essaye de pas être trop gourmand, on prie, on serre les fesses pour que ça passe jusqu'au bout. Ça marche très bien, Triqueta, à 3-4 joueurs, c'est chouette. Si on y joue à 5, il y a quand même beaucoup moins de tension, beaucoup plus de possibilités de passer entre les gouttes. Donc je pense que moins on est, plus c'est tendu, et c'est quand même un peu plus appréciable comme ça. Et voilà pour ce marathon jeu de 3 jours, 68 parties. J'ai même pas tout évoqué, hein. Vous voyez Happy Salmon, vous voyez Crossing. Voilà, il y a des jeux, des fois ils sont tellement rapides. P comme Pizza également, qui est un jeu de lettres très frénétique mais très rigolo. Voilà, Sink or Swim, où mon téléphone était utilisé par l'application et j'ai pas eu l'occasion de faire de story. Beaucoup de jeux, pas l'occasion de tous les développer, mais énormément de plaisir. Quelques gros jeux, beaucoup de jeux plus légers aussi. Happy Salmon, si vous connaissez pas, encore une découverte grâce à ActuaLOL, c'est fantastique. C'est un jeu d'ambiance complètement crétin qui dure 1 minute, mais qui va créer une frénésie absolument folle autour de la table. On finit en sueur, c'est fou. Je vous en reparle bientôt. Et puis je vais passer beaucoup plus rapidement sur les autres moments de jeu intenses de ce mois de mai, parce que la vidéo est déjà longue, et puis aussi parce que j'ai pas archivé les stories pour le coup, hein. Donc il y a eu cet enterrement de vie de garçon de l'ami Samuel
où on a eu l'occasion de faire un projet Gaïa à 4 joueurs à l'ancienne. Ça faisait longtemps, c'était très plaisant. Beaucoup plus léger quand certains faisaient un gros jeu sur le côté. J'ai pu enchaîner à 2 joueurs quelques parties avec un cobaye qui traînait par là, qui s'est gentiment prêté au jeu. On a pu faire plein de jeux de pli à 2 joueurs de Géonil, hein, l'auteur de Jekyll vs Mr. Hyde. On a fait du Ptolémie, Hipparchus aussi, qui est très nerveux, très intéressant. Des jeux de pli à 2 joueurs, c'est pas évident. Dans Hipparchus, il arrive à faire un jeu avec 3 types de cartes différents, qui n'ont pas de valeur, rien du tout, juste 3 astres, et à partir de là, on a un jeu qui tourne, qui fonctionne, et qui est plutôt malin, donc vraiment un vrai tour de force en termes de game design. Un passage en Suisse aussi, chez l'ami Sylvain et l'ami Greg, où j'ai pu découvrir le fameux Savage Ball, perle du jeu de pli. J'espère que Matago va le localiser en VF. Matago, faites-le. Il m'en fait découvrir Scarlet Pimpernel aussi, une espèce de Hansa Teutonica 2.0, encore plus nerveux, encore plus riche en rebondissements, avec des pouvoirs spéciaux, des tuiles qu'on se pique, etc. Très très impressionné par ce jeu, qui est pas facilement trouvable, mais vraiment je vais garder un œil dessus. Chez l'ami Filippo, j'ai pu essayer Tokyo Tsujiki Market, qui est un jeu économique où on pêche des poissons. Pas du tout facile à prendre en main, notre partie est un peu tombée à plat je pense, mais le jeu a énormément de potentiel. Et évidemment, l'ami Romain Bray m'a fait découvrir What 1000 jeux de pli, tous plus what the fuck les uns que les autres. Je pense à Johari's Window, je pense à Makai Fuda, un must not follow qui m'a énormément plu. Donc voilà, les jeux de pli, c'est la vie, mangez-en. L'excellent Yokai Septet aussi, joué en Suisse, un jeu en 2 contre 2 où vous essayez de récupérer les sets de ses adversaires, c'est magnifique. À l'enterrement de vie de garçon, on a refait l'excellent Tokyo Train, toujours un grand moment de délire où on bugle des mots dans un japonais imaginaire dans tous les sens. C'est du grand n'importe quoi, mais c'est très rigolo. Du 5 cornichons aussi, un jeu de pli où il faut pas gagner le dernier pli, signé Friedman Freeze. Très bête, mais très fun, idéal à l'apéro. 2 pommes, 3 pains, et évidemment. Et puis chez Filippo, Kitties, probablement le pire jeu auquel j'ai joué de toute ma vie. Tellement mauvais que Romain Bray m'en a fait cadeau. Un cadeau empoisonné, on est d'accord. Mais bon, je vais sûrement l'utiliser pour fabriquer un Savage Ball ou un truc comme ça. Si vous voyez Kitties, n'y jouez pas. Ou alors jouez-y pour la science, mais je pense pas que vous allez tenir une partie complète. Voilà pour ce tour d'horizon condensé de mes parties jouées en mai. Et encore, tout n'est pas là. Hein, vous l'avez vu, il y aurait encore plein de choses à dire, mais je vais pas vous assommer non plus. Et puis surtout, ce qu'il faudra voir, c'est à la fin de l'année, qu'est-ce qui ressort de ce mois-ci, quels jeux continuent d'être joués au fil de 2024, lesquels ont été des bonnes surprises puis se sont vite essoufflés, quels sont les succès éphémères, quels sont les jeux solides qui durent, qui restent dans mon cœur pendant toute l'année écoulée. Voilà, on se donne rendez-vous en fin d'année pour débriefer tout ça. J'espère que cette vidéo un peu plus à la cool vous a plu. Voilà. Merci d'avoir passé tout ce temps à m'écouter. Si vous voulez évidemment des détails complémentaires sur certains jeux, on en discute en commentaire, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Et puis voilà, la boutique Golden Meeple, Instagram si vous voulez avoir des petits insights sur mes parties au quotidien, et le Ko-fi si vous voulez soutenir la chaîne. On se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Boris pour Rue du Jeu, jouez bien par chez vous, ciao. En bleu canard s'il vous plaît, pour dompter le chaos, comme les anciens Égyptiens et tous leurs petits pots. En bleu canard s'il vous plaît.